et dans le même temps que l'Ukraine ne batte pas l'Azerbaïdjan. Le coup d'envoi, c'est à 20h45 à Reykjavik. Bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Alors moi j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont du mal à s'excuser ou à demander pardon. Et j'ai aussi remarqué que chez ces personnes, il y a souvent un manque d'estime d'elles-mêmes. Pourtant, que ce soit en amour ou en amitié, savoir demander, eh bien, c'est indispensable pour que la relation reste belle. Mon invité Yves Alexandre Thalmann a eu envie d'aborder ce sujet délicat et je l'en remercie. Alors son point de vue est peut-être un tout petit peu différent du mien. Lui va partir plutôt de la culpabilité qui pourrait nous couper des autres et de nous-mêmes, et son point de vue me semble également tout à fait intéressant. Il considère qu'il y a 4 étapes pour un mea culpa véritable, sincère, et dans un instant donc il va nous expliquer tout ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il pense que lorsque l'autre n'accepte pas notre excuse, notre demande de pardon en quelque sorte, eh bien c'est parce qu'il manque une de ces étapes. En tout cas, savoir demander pardon, ça demande sans nul doute d'être un petit peu bien avec soi-même, puisque ça demande de l'humilité. Et c'est un sujet, je crois, qui nous concerne tous. Alors je vous invite à venir nous rejoindre et vous pouvez nous en parler au 0826 300 300. Vous pouvez également, si vous le voulez, si vous n'osez pas prendre la parole, envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte, votre message au 7 20 18. Yves Alexandre Thalmann, merci d'être avec nous. C'est intéressant votre sujet parce que vous allez pouvoir nous expliquer justement pourquoi vous parlez de la culpabilité dans cette histoire de demander pardon, et puis vous allez surtout nous expliquer quels sont ces 4 stades, ces 4 étapes indispensables. Oui, bonjour Brigitte. Effectivement, je parle de culpabilité parce que ça fait 20 ans maintenant. J'ai publié un livre sur la culpabilité qui permet de différencier la saine culpabilité de celle qui est, on va dire, moins saine, morbide. Mm-hmm. Mais cette fois-ci, je voulais aller plus loin, c'est-à-dire comment faire lorsque effectivement on se sent coupable. Alors après avoir différencié les 2 catégories, mais surtout comment faire lorsque on est conscient d'avoir mal agi, d'avoir enfreint une règle, d'avoir porté préjudice à quelqu'un d'autre. Et c'est là que cette démarche du mea culpa ou d'excuse sincère prend toute sa place. Vous êtes d'accord un peu avec moi quand je dis qu'il faut être bien avec soi-même, avoir confiance, une bonne estime de soi quand même, sinon souvent ça devient compliqué de demander pardon, ou vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Alors, je dois dire que je me suis pas posé la question en ces termes. Eh bien, je vous la pose. Ce que j'ai par contre retenu de votre introduction, c'est la question d'humilité. Alors, si effectivement l'humilité est couplée et découle d'une sorte de bonne estime de soi-même, alors là, je suis entièrement d'accord, parce que c'est de ça dont il s'agit quelque part. L'humilité dans le meilleur sens du terme, hein. Je vous rappelle l'étymologie du terme, hein. Humus, la terre, donc mettre le genou à terre. C'est ça l'humilité, donc s'abaisser devant l'autre, puisque au moment où on a commis l'agression, je vais utiliser ce terme générique, ou l'offense, on a pris du pouvoir sur lui, on s'est rehaussé, on a pris la position haute. Et pour avoir l'équilibre, en vue du pardon, il va falloir faire l'inverse, c'est-à-dire s'abaisser devant l'autre. Oui, et donc ça semble aller dans le sens de ce que je pense, parce que finalement, c'est souvent notre ego qui nous fait rester dans une sorte d'amour propre et qui nous empêche d'accepter cette humilité. Alors, et puis, oui, pardon, allez-y, je vous en prie. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et je suis sûre que ça passionne les auditeurs, alors c'est quoi ces 4 étapes ? Alors, je dois dire que quand j'ai découvert ceci, principalement sous la plume d'auteurs américains, ça m'a fasciné parce que je me suis dit que très souvent, quand on présente des excuses, le compte n'y est pas. À savoir que si on n'applique pas ces 4 éléments d'une façon ou d'une autre, ça risque de laisser l'autre, le vis-à-vis, sur sa faim. Alors, quelles sont les 4 étapes ? Il y en a une qui est intellectuelle, ça consiste à reconnaître ses torts.
Bien sûr, bien sûr. C'est déjà tout un roman. Hein. Oui. Non, mais ça me fait penser, cette petite anecdote qui s'est passée ce week-end avec une copine qui à un moment donné me dit mais bon écoute, si vraiment tu trouves que je dois m'excuser, je m'excuse. Et ça m'a évidemment un petit peu énervée parce que je me suis dit bon, je ne tiens pas à ce qu'elle s'excuse parce qu'elle croit qu'elle doit s'excuser, je tiens à ce qu'elle s'excuse parce qu'elle doit s'excuser. C'est toute la différence. Donc en effet, si l'autre s'excuse simplement pour avoir la paix ou parce qu'il sent que sinon on va vraiment se fâcher, c'est déjà une première étape qui n'est pas passée. Tout à fait, et on voit à quel point les gens ont tendance à minimiser. Ah mais c'est rien, c'est pas grave, à se justifier. Oui mais si je t'ai dit ça, c'est que tu m'as cherché aussi, tu as dit des choses qu'il fallait pas toi-même. Évidemment, tout ce qu'on dit ici en plus va savonner la planche, qui fait qu'on n'assume pas totalement, intégralement. Bon, déjà, première étape, difficile, reconnaître ses torts. Deuxième étape. C'est la partie émotionnelle, c'est-à-dire exprimer des regrets ou des remords. Je vais le dire comme ça, il doit y avoir un équilibre de la souffrance dans cette affaire-là. Si par mes actes j'ai fait souffrir autrui, il est juste, hein, j'utilise le terme juste, que je souffre aussi. Donc si j'exprime pas des remords ou des regrets, qui sont des émotions pénibles par définition, alors il manque quelque chose aussi. C'est pour ça que présenter des excuses trop tôt ou demander pardon trop tôt, peut-être que le timing n'est pas respecté. Il faut qu'on macère un peu dans notre jus, en quelque sorte, pour que l'autre comprenne qu'il n'a pas souffert pour rien, qu'il y a un équilibre dans cette chose-là. Très bien. Et ensuite, on passe à la troisième étape qui est... Alors celle-ci, c'est la dimension conative, autrement dit de la volonté que l'on a de changer les choses. En termes simples, c'est le repentir. Vous voyez, si par exemple, c'est extrême, mais je pense qu'on aura des témoignages dans ce sens-là. J'ai levé la main ou le verbe sur mon partenaire, et puis que je reconnais que je n'aurais pas dû le faire, je regrette amèrement, mais que je suis incapable de promettre que plus jamais ça n'arrivera, le processus est caduc. Donc à ce moment-là, je dois pouvoir faire Alors, peut-être que j'arrive pas à le promettre, et je dois le dire, je n'arrive pas à te promettre que plus jamais je ne ferai ceci ou cela, mais je vais tout faire pour. Je vais m'inscrire à un groupe de parole pour hommes violents, je vais commencer une psychothérapie, ou peu importe, un acte concret, pas simplement une parole en l'air. Je pense aussi à l'infidélité, sujet qu'on aborde demain d'ailleurs. Je ne le referai plus. Promesse difficile parfois à tenir. Et puis la quatrième phase de ce mea culpa qui est intéressante aussi parce que ça pourrait, oui, en effet, signer la paix. C'est la proposition de réparation. Je dis bien la proposition, c'est pas à nous à décider à la place de l'autre. Hein, je t'offre un bouquet de fleurs pour que tu me pardonnes. Non, c'est pas comme ça. Que pourrais-je faire pour que tu acceptes de me pardonner? Autrement dit, une réparation qu'on propose. Et là aussi, c'est un peu de l'humilité dans le sens où on accepte le verdict de l'autre pour rééquilibrer. Puisque offense il y a eu, il faut la laver, cette offense. Et c'est ce qui permet d'aller vers le chemin du pardon. Je préciserai encore une petite chose à toute fin utile. C'est que le pardon est un terme surfait à l'heure actuelle. On y met beaucoup de vertus, on y met aussi beaucoup de dimensions. Moi, je prends la dimension et la définition minimaliste du pardon. On pardonne, ça veut dire qu'on renonce à se venger. Ça ne veut pas dire du tout qu'on oublie. Je peux très bien pardonner à quelqu'un qui a usé de violence envers moi et porter plainte en même temps. Oui, non, mais vous avez raison. Pardonner, ça ne veut pas du tout dire oublier. C'est en effet ne pas rester en colère, ne pas se venger, ne pas rendre coup pour coup, etc., etc. Écoutez, Yves-Alexandre Thalmann, c'est intéressant parce qu'en effet, si ces 4 étapes du mea culpa ne sont pas accomplies, c'est pas étonnant que dans le couple il reste des rancœurs ou qu'il y ait de la vengeance ou qu'il y ait quelque chose qui fait que le couple ne va pas très bien. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont avoir envie de témoigner, soit parce qu'ils ont du mal à arriver à passer ces 4 étapes, soit parce que leur partenaire justement ne sait pas s'excuser. Il me semble que c'est le cas non, c'est pas le cas de Patrick. Je crois que sa femme, au contraire, sait très bien s'excuser. Enfin, il va nous raconter ça dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Yves-Alexandre Thalmann, psychologue et spécialiste en développement personnel, auteur de nombreux livres. C'est un peu celui sur la culpabilité qui est pourtant sorti il y a plus de 20 ans, que se base un peu notre émission aujourd'hui, sur la capacité à demander pardon. Et donc je vous invite éventuellement, on le trouve toujours bien sûr ce livre. Patrick, bonjour. Bonjour Brigitte, et joyeux anniversaire avec un petit décalage. Eh oui, vous me donnez un jour de plus, c'est pas gentil. Voilà, bah oui, mais je vous avais pas en ligne hier, donc... non, ça c'est vrai. Voilà. Alors vous avez une femme qui sait très bien s'excuser, vous en avez de la chance, Patrick. Bah oui, ça c'est sûr, d'avoir ma femme, j'ai de la chance, c'est sûr. On pourra en faire des émissions. Mais sur ce point-là, c'est assez révélateur. Puisque alors il n'y a rien de dramatique dans nos disputes ou de choses qui vont très loin, donc il n'y a pas de thérapie à faire derrière pour dire plus jamais je ne ferai ce genre de choses, en tout cas à mon sens. Donc c'est un peu de la vie courante, mais j'ai appris à ce contact, en tout cas j'ai éprouvé, j'ai vu comment on le faisait, et je trouve que c'est plus efficace que comme moi je le faisais précédemment. C'est-à-dire que j'ai pas de souci dans l'absolu à m'excuser ou à reconnaître mon erreur, mais parfois j'étais dans l'explication un peu trop rapidement, qui pouvait être compris comme je m'excuse, mais j'ai des excuses. Non, mais je m'excuse, mais alors il y a un contexte, etc. Et donc ça peut prendre comme presque une minoration de l'excuse, et donc de la... Oui, c'est très juste ce que vous dites, oui. Et qui n'était pas d'une volonté pour ma part d'avoir raison jusqu'au bout malgré tout, enfin en tout cas je pense pas, mais qui était une sorte de pédagogie de comment ça s'était déroulé et comment on pourrait aller faire, et de faire toutes les phases que vient de décrire. Alors justement, on va laisser réagir Yves-Alexandre Thalmann à ce que vous venez de dire, Yves-Alexandre. Alors, c'est peut-être dans le mot français de excuse qu'on a le problème, c'est que on dit communément « je m'excuse ». Déjà, on devrait présenter des excuses, et le terme lui-même, on voit qu'il n'a pas la portée que l'on aimerait. Et remarquez, dans les 4 étapes de ce que j'appelle mea culpa, mais après ça fait peut-être un peu religieux, le terme anglais « apologize », il est quand même mieux. Mais bon, voilà, c'est du langage. Mais je reconnais mes torts, je regrette, je me repens et je propose de réparer. Il n'y a pas le terme excuse. Vous voyez que trop souvent, on y va avec ce terme « ah, je m'excuse si j'ai dit quelque chose qui t'a offensé ». Normalement, on devrait dire « excuse-moi » déjà. Oui, ou je te présente, est-ce que tu acceptes mes excuses, mais s'excuser, c'est un peu léger, un petit peu comme la personne qui arrive en retard à une réunion et qui dit « excusez-moi ». Ou je m'excuse, encore pire, mais où est on va dire l'échange de pour procéder ici. J'ai l'impression que là, le langage, le mot excuse, il nous piège un peu. Oui, bien sûr, parce que ça veut dire, Patrick, en effet, quand je m'excuse, je mets en avant toutes les raisons qui font que je m'excuse. C'est un peu ça que vous dites. C'était un peu comme ça que je faisais. Alors que mon épouse, elle, quand on a une dispute ou qu'elle a été un peu loin dans le verbe, alors jamais trop loin dans l'absolu, mais un peu trop loin quand même. Et quand elle revient et qu'elle revient vers moi, elle simplement, en effet, elle dit, elle s'excuse et elle va pas plus loin que, alors oui, mais c'est toi aussi et c'est quand même dommage que, etc. Alors on pourrait peut-être faire différemment. Je pense que la temporalité de simplement dire voilà, je suis vraiment désolé et j'ai conscience que j'ai mal fait. Moi, en tous les cas, ça désamorce 90%, voire 95%, voire 100% d'ailleurs, la plupart du temps. Oui, mais ça s'arrête là, quoi. C'est vrai, parce que si on dit je regrette ce que j'ai fait, déjà on sent qu'il y a à la fois j'ai tort et la souffrance. Donc les 2 premières étapes pratiquement sont reliées l'une à l'autre. Et comme c'est souvent pas des choses dramatiques ou vraiment ultra engageantes, c'est la vie courante et le fait qu'on peut excéder parfois et un peu plus à fleur de peau qu'on ne devrait, et on n'est pas obligé de se faire le plan d'action derrière sur remédiation absolue, mais de pas laisser s'installer des dérives et des petites rancœurs. Je pense que ça permet
déjà désamorcer beaucoup de choses et c'est une sorte de vie du quotidien. C'est pas la grande excuse ou la grande explication, etc. Mais déjà de pouvoir réellement recevoir ça. Donc moi, j'ai observé et je me dis tiens. Et est-ce que vous arrivez maintenant à faire plus un peu comme elle et ne pas mettre en place toutes vos excuses? J'essaie de suivre ce bon exemple mais je crois que c'est une dynamique en effet oui, j'y arrive un peu plus mais après il y a des vieux réflexes qui viennent parfois donc j'y travaille mais oui, elle a une bonne influence sur moi aussi en réciprocité. Oui, on entend quand même dans ce que vous nous racontez que vous êtes deux êtres, j'ai envie de dire responsables, et qui savent donc assumer leurs responsabilités et donc leurs fautes en quelque sorte, non, Yves-Alexandre Thalmann? Oui, je trouve que c'est intéressant et je rebondis sur cette question. Patrick a dit parfois on s'échauffe, on va un peu loin, mais pas trop loin. Donc il y a toute la question de la limite et moi je dois dire que à ce propos, je crois vraiment qu'il y a deux catégories. Il y a j'enfreins une de mes règles de fonctionnement, j'ai fait quelque chose de mal, ou je n'ai pas fait quelque chose de mal. Autrement dit, le mea culpa est tellement engageant que personnellement, je le réserve vraiment à des transgressions, mais on est quasiment dans le vocabulaire juridique. Autrement, je ne présente pas d'excuses, je ne fais pas un mea culpa, puisque on est dans l'ordre du quotidien, avec les émotions qui font partie de la vie. Ce que je dis peut tout à fait irriter mon partenaire. Ça, je vais pas m'en excuser, c'est tout à fait normal. Par contre, si j'ai utilisé un mot insultant à son égard, c'est tout autre chose. Et là, j'ai commis une faute, et là, je vais faire les 4 étapes du mea culpa. Absolument. Écoutez, merci en tout cas Patrick de ce témoignage et puis on va continuer bien sûr ensemble à comprendre ce que signifie la demande de pardon avec Yves-Alexandre Thalmann. Mais dans un instant, c'est le Love Conseil. On va voir quel est le détail qui tue pour les hommes. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Yves-Alexandre Thalmann, je vais passer en détail justement tout ce qui peut déranger les hommes chez les femmes. Et puis demain, on fera le contraire, on verra le détail qui tue pour les femmes. Mais d'abord, le détail qui tue pour les hommes. Alors, sur un plan physique, déjà, eh bien, contrairement à ce que croient certaines femmes, un maquillage intensif dérange beaucoup les hommes. Les femmes qui sont très maquillées, ça, comme si les hommes se méfiaient un peu de ce masque nécessaire sur le visage d'une femme. Alors il y a les ongles sales ou écaillés. Ça peut paraître un détail, mais c'est un détail que les hommes remarquent. Et puis évidemment une tenue qui serait trop provocante ou mal adaptée à l'âge de la femme. Et puis les hommes n'aiment pas non plus ces chaussures très masculines que pourtant aujourd'hui beaucoup de femmes portent. Alors après, figurez-vous que les femmes qui sont trop effacées ou au contraire trop en avant et qui coupent la parole ou contredisent à tout bout de champ, ça ne va pas. Les femmes qui calculent tout, alors les hommes veulent bien encore payer, mais si c'est trop flagrant, ça ils supportent mal. Et de même qu'ils supportent mal une femme qui veut à tout prix payer. Alors vous voyez, c'est compliqué d'être une femme, il faut trouver toujours le juste milieu. Et évidemment, les femmes qui rient pour un rien, vous savez, ces femmes qui sont un petit peu en train de rire bêtement comme ça. Et puis la femme, alors ça c'est terrible parce que c'est quand même aussi un défaut un peu féminin, c'est la femme qui veut tout de suite donner un conseil et presque diriger son homme. Voilà, alors c'est compliqué, mais je trouve ça plutôt rassurant parce que finalement, qu'est-ce que veut un homme? C'est une femme, une vraie, ni trop soumise, ni trop dominatrice, me semble-t-il, non, Yves-Alexandre Thalmann? Ça semble assez la femme statistique, une sorte de moyenne, oui. Mais qui déborde pas, soit le trop, soit le trop peu. Oui, le juste équilibre, comme toujours, finalement. Bonjour Karine, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Brigitte. Alors, je crois que vous avez un témoignage qui est assez intéressant, il me semble. Oui, alors en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est la portée du pardon, du non-pardon, pour soi ou pour l'autre. Par exemple, je vais donner un exemple pour ses propres enfants.
Souvent, on déclare des choses sur leur vie, on dit des choses parce qu'on n'est pas content. Et en fait, on se rend pas compte que ça a une portée sur le... Moi, je me suis rendu compte parce que, bon, je vous ai expliqué que j'étais chrétienne. Et il y a des fois des vidéos qu'on enregistre sur danse, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il était voûté. Vous savez qu'il se penchait en avant. Votre fils, donc, quand il dansait? Oui, maintenant il est grand, il était un peu plus jeune. Il avait quel âge à peu près quand vous prenez conscience de ça? Il devait avoir 13 ans, 14 ans. 13-14 ans, d'accord. Le moment de la puberté, voilà. Sortie. Et en fait, on m'a fait la remarque et on m'a dit, tu sais, faut faire attention à ce que tu déclares quand tu... Des fois, on se met en colère contre ses propres enfants et on déclare des choses. On dit, t'es comme ton père, de toute manière, tu feras jamais rien, t'es un bon à rien. Enfin, souvent, on déclare des choses dans la colère. Et ces choses-là, elles ont une percussion physique sur ces enfants. On remarquera souvent que les gens timides, les gens qui n'osent pas trop se manifester, c'est souvent des gens qui ont été blessés, qui ont été injuriés ou insultés. Et moi, j'ai vu qu'en revenant dessus, en le prenant avec moi et en lui demandant pardon pour les choses que j'avais déclarées, et j'ai repris certains, parce qu'il y a certaines réflexions que je fais effectivement que bon, j'ai arrêté de faire. Et je vous dis pas, je me suis rendu compte que, je sais pas, pas longtemps après, j'ai trouvé mon fils beaucoup plus droit. D'accord, il s'est redressé, le poids sur ses épaules a disparu, en quelque sorte. Exactement. Et j'ai été choquée, en fait. Je me suis dit, mais attention à ce qu'on dit, parce que ça a vraiment des portées. Il y a des gens, ça peut être une portée physique. Si vous insultez quelqu'un et que ça l'a touché au plus profond de son âme, ça peut réellement changer beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'essaye de faire attention à ce que je déclare, ce que je dis aux gens, parce qu'il y a vraiment une portée, c'est pas simplement des mots. C'est ce que je voulais dire. Donc, même pour soi-même, faut pardonner, parce que c'est une façon de se libérer. C'est une façon de... Parce que la personne peut peut être passée à autre chose, mais nous, on peut avoir un blocage quand on la voit. On peut se dire, cette personne, je lui ai dit ça et tout, et on rumine. Et même nous, personnellement, on s'enferme dans quelque chose, alors que si on demande pardon, bon, après, la personne, elle accepte ou elle accepte pas, mais si on demande pardon et qu'on accepte ça... Mais vous avez... oui, c'est intéressant, parce que là, vous parlez de se pardonner à soi-même, et on va revoir avec Yves Alexandre Talman si là aussi, il faut quatre étapes. Mais vous avez demandé pardon à votre fils? Oui, je l'ai fait. Je me suis assise avec lui, j'ai déclaré, j'ai dit voilà, toutes les choses qui ont été déclarées sur ton nom, et je répète ce que j'ai dit. Alors je lui ai même demandé s'il y a des choses qui se rappelaient, il me les a dit. J'ai déclaré, j'ai demandé pardon, j'ai dit que voilà, je retirais toutes les déclarations que j'avais faites sur lui, sur sa vie, etc. Et effectivement, j'ai été choquée en fait. J'ai vu qu'il y avait eu un changement qui avait été fait, ne serait-ce que dans, je vous ai dit, sa posture, sa façon de se tenir, sa façon d'être. J'ai vu que ça avait réellement eu un impact. Et ça, faut faire gaffe à ce qu'on dit. Enfin, on dit que la mort et la vie, c'est la bouche. Hein. Au pouvoir de la mort et la vie. Les mots qui tuent, la fameuse expression. Et d'autant plus avec ces enfants, quand ils sont jeunes, où la parole des parents est une parole qui n'est pas discutable, qui est forcément juste pour l'enfant. Yves Alexandre Talman, qu'est-ce que vous pouvez ajouter au joli témoignage de Karine? Alors, on a fait le lien maintenant avec les sentiments de culpabilité, puisque c'était la question introductive, ce qui me permet, vous accepterez ceci, que je rectifie une petite information. Mon livre sur la culpabilité date de 20 ans. Mais le tout nouveau vient de sortir. C'est pour ça que j'ai souhaité aborder ce thème. Le premier s'appelait Au diable la culpabilité, et celui qui est sorti ces jours s'appelle Adieu la culpabilité, mais c'est vraiment un ouvrage différent puisqu'on traite du mea culpa et pas seulement. Et notamment, alors, pour faire le lien avec ce que vient de dire Karine, c'est que on peut s'enfermer dans des boucles de rumination. Ça, c'est le propre des sentiments de culpabilité. On s'en veut, par exemple, d'avoir mal agi, d'avoir mal parlé. Et la façon de sortir de ces boucles de rumination,
c'est justement une action. Et le mea culpa, les excuses sincères, c'est une action qui permet de sortir de ces sortes de boucles de ressassement où on est prisonnier. Et dans ce sens-là, ça fait effectivement une énorme différence. Et justement, comme Karine se parlait de se pardonner, est-ce qu'il y a également ces 4 étapes pour se pardonner à soi-même ? Alors, au centre du pardon à soi-même, il y a de nouveau la démarche d'humilité, mais dans le sens d'une reconnaissance de sa vulnérabilité. Nous, les êtres humains, ça a été dit par Karine et aussi par Patrick tout à l'heure, nous, les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. C'est fou ce que ça change quand on accepte notre état d'imperfection. Ça veut dire que toutes nos paroles ne vont pas être parfaitement ajustées. Tous nos actes ne seront pas en conformité avec nos idéaux. Et donc, on va faire des erreurs. De toute façon, on va faire du mal à autrui, qu'on le veuille ou non. Et dans ce sens-là, vous voyez que le mea culpa ou les excuses sincères, le pardon, c'est une sorte d'huile dans les relations sociales. Sans ça, quelque part, on peut pas aller de l'avant. Alors, du moment où on considère qu'on accepte cette imperfection, alors la démarche d'humilité consiste justement à présenter des excuses, à demander le pardon à autrui, mais aussi donc à avoir ce regard bienveillant vis-à-vis de soi-même. Parce que si l'autre nous accorde son pardon, mais que nous ne nous accordons pas le pardon, vous voyez qu'on reste dans ces boucles de rumination avec des sentiments de culpabilité. Oui, Karine, allez-y, je vous en prie. Oui, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Le pardon, c'est tellement important. Et puis, si on le fait pas, c'est comme si on s'emprisonnait, en fait. Et à chaque fois qu'on croise la personne, sans le vouloir, c'est une personne avec qui on a un conflit, on va prendre une posture, on va être mal à l'aise, on va Bien sûr. Mais vous savez, Karine, dans cette émission, très souvent, notamment avec Michel Odoul, on parle de cette lettre qu'il faut écrire, même si la personne est décédée, pour justement demander pardon ou etc. Et la brûler évidemment, parce que parfois c'est c'est ça aussi, c'est se pardonner à soi-même dans ce cas-là quand on envoie la lettre. En fait, il faut le matérialiser verbalement et à l'écrit. Et on fait ressortir, en fait. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle des actes symboliques, qui sont évidemment que si on écrit une lettre et qu'on la brûle, le destinataire ne la reçoit pas. Mais symboliquement, on a fait ce geste-là. C'est ça. Yves Alexandre Talman, allez-y, vous pouvez réagir. J'ajouterais encore. Excusez-moi, quand je disais que quand on croise quelqu'un, vous savez qu'on lui en veut, qu'on n'a pas pardonné, etc. Vous savez, on appréhende, on est déjà dans tous ces états, on ne sait pas où se mettre, on ne sait pas si on regarde la personne ou on la regarde pas. C'est comme si on était emprisonné dans une cage et on ne sait pas en position de défense. Et alors que si on commence à dire dans sa tête, on pardonne, même si la personne ne pardonne pas, c'est son choix. Mais à soi-même, ça permet de se libérer. Parce que la personne, elle va continuer à vivre et nous, on va continuer à se morfondre, à oui, alors là, vous prenez le cas où c'est nous qui aurions fait ou dit quelque chose qui n'était pas bien. Mais j'irais même à l'inverse. C'est en ça qu'on comprend pas toujours d'ailleurs ce terme de pardon. Quand quelqu'un nous a fait du mal, eh bien, à un moment donné, il faut en effet aussi arriver à une sorte de pardon pour justement, si jamais on la croise, etc., si on a pardonné, on n'a pas envie de se venger et on n'est pas en colère. Et on est en paix. On est en paix avec soi et on est en paix avec cette personne qui nous a fait du mal. Après, et c'est parce qu'on est en paix avec cette personne qui nous a fait du mal que souvent cette personne qui nous a fait du mal vit pas ça très très bien parce que justement ça lui revient en boomerang. Yves Alexandre Talman, je vous laisse réagir bien sûr à tout ce qu'on dit avec Karine. Oui, j'étais encore sur cette idée d'action symbolique, de lettres que l'on brûle si la personne n'est plus là. Il me semble qu'il y a quelque chose qui dépasse cette portée-là. Oui. C'est la généralisation de la leçon. Alors, si vous me demandez mon credo par rapport à l'être humain, je vous dirais que nous sommes des êtres apprenants, nous sommes des êtres en évolution. Notre cerveau est plastique, comme on dit, donc nous ne sommes pas aboutis ni finis.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai raté le coche, par exemple, si je regrette amèrement d'avoir fait du mal à quelqu'un qui est décédé, donc je peux plus lui demander son pardon. La leçon, elle, ne doit pas être perdue. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai appris quelque chose que je peux généraliser. Si par exemple, pour reprendre l'exemple de Karine, hein, j'aurais dit des choses négatives sur mon enfant, et puis qu'il a coupé totalement les ponts, qu'il veut plus me voir, c'est terminé. Ça ne m'empêche pas après de garder cette leçon et de me dire, ok, ça s'est mal passé avec mon enfant, mais à partir de maintenant, j'ai appris et je ferai en sorte que ça ne se passe plus mal avec d'autres personnes. Et donc, je peux généraliser la leçon, ce qui m'amène aussi à pouvoir être plus compatissant vis-à-vis de moi-même et m'octroyer le pardon, entre guillemets. Oui, c'est très juste ce que vous dites, parce qu'on voit bien, Karine, depuis que vous avez pris conscience de ce qui s'était passé pour votre fils, vous faites très attention de ne plus avoir des paroles, on pourrait dire, malveillantes à qui que ce soit. Ouais, je me reprends si je vois que j'ai dérapé, je me reprends. Mais c'est vrai que je suis consciente maintenant, je sais que... Oui, la leçon est acquise. Exactement. Même si on n'est pas parfait, hein, on a compris. Hein. Mais ça libère, pardonner, ça libère. Ça permet d'être moins chargé, d'être plus zen. Hein. Parce que bon, on se charge d'un tas de fardeaux, des non-dits, des non-pardonnés, etc. Et on se rend pas compte que finalement... c'est à nous qu'on fait du mal, hein, parce que bon, oui, bien sûr. Mais vous voyez, c'est toute la question de la culpabilité. Et puisque vous êtes chrétienne, Karine, vous connaissez ce refrain, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. En fait, ça veut pas dire qu'il faut garder sa faute. Ça veut dire qu'il faut s'en libérer. C'est ça, ce mantra, ce que veut dire ce mantra. Alors qu'il est souvent mal interprété. On entend souvent dire que les cathos sont très maso parce qu'ils restent dans cette culpabilité. Ça vous fait sourire, Yves-Alexandre Talman, ce que je suis en train de dire? Je m'étais pas mal intéressé à cette question du catholicisme, c'est aussi mes racines, hein, le catholicisme. Pas catholique, hein, je suis évangéliste, hein, c'est chrétienne, pas catholique. Oui, j'ai bien compris la différence, mais je parlais là, en effet, du masochisme des catholiques dont on parle souvent. Oui, mais je crois pas que c'est du masochisme à bien y réfléchir. Alors bien sûr, après on a le message de certains curés ou prêtres ou que sais-je. Mais le message central, c'est un message d'amour et de pardon. Hein. C'est pas un message de culpabilisation. Et dans ce sens-là, effectivement, hein, cette culpabilisation universelle qui pourrait servir de levier de manipulation, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Hein. Même, hein, c'est ça, c'est souvent ce qu'on dit. Hein. Absolument. Merci beaucoup, Karine, de cet échange. On continue dans un instant et puis venez, vous aussi. Est-ce que vous avez du mal à demander pardon? Est-ce que c'est facile? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Tout ce qu'on est en train d'échanger avec Yves-Alexandre Talman. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avant de retrouver Yves-Alexandre Talman, j'ai un très beau cadeau à vous offrir de la part de Lelo. Vous savez, Lelo, c'est cette marque de jouets intimes de qualité, de ce très beau jouets intime. Eh bien, Léo, figurez-vous, va vous permettre sur Sud Radio de gagner votre pack de 5 jouets, dont des accessoires Lelo. Donc, c'est une belle manière de se faire plaisir. Si vous avez envie de gagner ce pack de 5 jouets Lelo, bien je vous propose d'envoyer dès maintenant Brigitte par SMS au 7 20 18 pour vous inscrire, et puis évidemment vous inscrivez votre nom, votre mail ou votre téléphone pour qu'on puisse vous contacter si vous êtes l'heureux gagnant. Bonne chance à tous. Yves-Alexandre Talman, on va continuer avec le pardon et notamment je crois avec la culpabilité grâce à Carole qui nous rejoint. Bonjour Carole. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va bien, Carole, oui, ça va très bien, merci. Mais il ne faut pas garder de la culpabilité, donc je suis ravie de vous donner la parole parce que je suis sûre qu'avec Yves-Alexandre Talman, vous allez trouver le chemin à suivre. Oui. En fait, la culpabilité, c'est une histoire qui date quand même de presque de 20 ans, hein, donc ça date quand même. Mais j'ai été longtemps, je me suis longtemps culpabilisée, ça m'a poursuivie pendant des années.
En fait, parce que j'étais jeune et puis j'avais pas confiance en moi et puis je me suis retrouvée, j'étais avec un couple d'amis qui n'allait pas très bien. Il y avait un petit côté toxique, un petit peu des deux côtés et du coup, je me suis trouvée un peu emmêlée dans leur histoire. Et puis nous sommes partis en vacances dans la famille de lui. Et la maman qui voyait que ça n'allait pas et que le fait que je dormais dans sa chambre, des discussions sur des discussions, ouais, elle s'est mise à me parler de tout ce qu'elle reprochait à sa belle-fille, enfin, le coup classique en fait. Et puis au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, à force d'entendre des choses, même qui me concernait, où elle avait tendance à me dire que qu'elle profitait de moi, que je me laissais trop faire, que c'était pas quelqu'un de bien. Et puis suite à tout ça, j'ai fini par lui dire ce qu'elle voulait entendre, c'est-à-dire qu'elle était persuadée qu'elle avait rencontré quelqu'un, et de fait, c'était le cas. Mais donc je lui ai dit oui. Et puis finalement, forcément, qu'elle a révélé ce que je lui avais dit, et puis ça a fait. C'est-à-dire que vous avez révélé une infidélité, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Qui a provoqué un drame dans le couple? Oui, ça a débloqué la rupture, et en plus notre rupture aussi au niveau de l'amitié. Donc forcément. Puisque donc ça fait 20 ans que vous ruminez ça, comme le dirait très justement Yves-Alexandre Thalmann. Moi maintenant, moi j'en parle aujourd'hui parce que voilà, c'est sur le sujet, mais pendant au moins 10 ans ça m'a bien poursuivi. En sachant en plus que avec le temps, je me pose des questions. J'étais pas la seule coupable. Je veux dire, on était trois, et puis. C'est intéressant d'ailleurs parce que Carole vient de dire, j'étais pas la seule coupable, ce qui affirme bien à quel point elle s'est sentie coupable en tout cas, parce que ça, on va pas c'est pas nous qui allons juger. Yves-Alexandre Thalmann, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Carole? C'est plus complexe qu'il n'y paraît, parce que révéler une infidélité, c'est pas un acte criminel, c'est pas enfreindre une règle. Par contre, ça a des conséquences. Et vous voyez, autant le mea culpa est adéquat, est utile, fait du bien quand on a vraiment fait du mal à quelqu'un, autant il se révèle, on va dire, beaucoup plus tendancieux et discutable quand c'est pas le cas. Et ici, c'est pas tout à fait le cas, puisque on voit bien que c'est une interaction entre 3 personnes, et puis que chacun a son rôle à jouer dans cette histoire-là. Donc si quelqu'un endossait toute la responsabilité et donc la culpabilité sur ses épaules, ça déséquilibrerait complètement le système. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Moi, je peux révéler l'infidélité de quelqu'un à quelqu'un d'autre, et puis cette personne va réagir avec son libre arbitre d'une façon qui lui est propre. Donc c'est pas l'information elle-même ici qui fait du mal, vous voyez, c'est la manière dont la personne y réagit. Et là, ça implique son libre arbitre, sa liberté donc, et donc une part de responsabilité. C'est donc plus complexe qu'il n'y paraît, cette situation. Oui, mais en même temps, Carole qui se sent coupable, à un moment donné, pour se libérer de la culpabilité, il faut qu'elle se pardonne. Oui, mais à nouveau, de se pardonner de quoi? Quand on dit se pardonner, ça veut dire qu'on a enfreint une règle, qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Elle s'est un peu mêlée d'une histoire qui ne la regarde pas, en quelque sorte. Apparemment, son vis-à-vis ou la personne avec laquelle elle parlait l'y a incité. On est dans une interaction. Certes, mais elle n'était pas obligée de finir par lâcher le morceau, comme on dit. Alors, vous voyez, si Carole, pour faire du mal à quelqu'un, avait inventé cette histoire d'infidélité, donc avait menti pour faire du mal, là, ce serait une culpabilité avérée. Mais là, elle a révélé une réalité, une vérité, alors peut-être pas dans les meilleures conditions, on est d'accord, mais ça veut dire que l'autre personne en face
elle a sa responsabilité aussi de comment elle va réagir à ça. C'est ce qu'on appelle une pseudo-culpabilité, celle-ci, puisque ça implique en fait les responsabilités de chacun des intervenants. Tandis que si vous voyez, si je frappe quelqu'un ou si je l'insulte, c'est ma responsabilité entière, 100%. C'est pour ça qu'il n'y a aucune minimisation dans la première étape du mea culpa. Alors, je suis à 100% responsable. Oui, j'entends bien ce que vous dites, même si je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais ça c'est chacun sa vérité et c'est pas pour ça que j'ai raison. En revanche, ce qui est peut-être intéressant vis-à-vis de Carole, c'est de savoir si vous l'avez dit pensant faire du bien, donc en toute bonne foi, ou parce que elle commençait à vous agacer et que vous avez eu envie et à ce moment-là, on est plutôt dans une mauvaise foi. Alors c'est un peu moi je pense que je me suis laissé influencer par sa colère et puis le fait qu'elle révèle des choses qui me concernent je pense que a été révélateur, mais en tous les cas j'étais quand même convaincue une chose. Oui, bien sûr, mais donc votre réaction quand vous lui balancez ça, hein, si je puis dire, c'est un peu pour la faire taire ou pour vous dire oh ça suffit, tu m'embêtes, je te balance ça à travers la figure, c'est ça que vous voulez dire? Je sais pas, ça je sais, je pourrais pas dire si j'ai pensé ça, mais en tout cas j'étais persuadée qu'elle ne le répéterait pas. Ça a été très naïf de ma part, parce que sachant comment elle était en colère, c'était évident qu'elle allait balancer le truc, puisque je pense qu'elle attendait que ça, d'avoir un outil pour et sauf que ça, sur le moment, je l'ai pas réfléchi et moi j'étais convaincue qu'elle ne dirait rien. Voilà, que c'était un peu une confusion. D'accord, donc vous étiez de bonne foi quand vous lui annoncez ça, c'était pas pour faire du mal, c'était vraiment parce que vous pensiez que ça pouvait l'aider à calmer sa colère, c'est ça? Oui, et puis que c'était un petit peu pour, je sais pas, pour me libérer peut-être du cercle où j'étais. Mais on entend, oui, on voit bien comment c'est confus pour vous, Carole, et puis c'était il y a longtemps, donc tout ça, on peut le comprendre. Ce qui est intéressant, n'empêche, Yves-Alexandre Talman, pour ceux qui nous écoutent, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'en effet, à l'époque, Carole aurait pu aller parler à quelqu'un pour voir plus clair et peut-être mieux comprendre pourquoi elle a dit ça et être en paix plus vite. C'est ça. C'est ça, et le chemin que vous préconisez ici ou que vous proposez, c'est pas celui de demander pardon à quelqu'un, mais c'est plutôt de réfléchir en fait aux responsabilités qu'on a endossées dans la situation. Et je crois que c'est assez clair. Nous sommes responsables de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, ça c'est une évidence, mais pas de comment les autres réagissent et interprètent ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. C'est là où il y a toute la distinction et elle est de taille, puisque ça peut nous amener à nous culpabiliser d'émotions que pourraient vivre les autres personnes. Et après, on le voit, dans le mea culpa, ça donnerait une formule boiteuse du type « j'aimerais m'excuser si tu t'es senti offensé ». Vous voyez qu'une phrase comme ça, c'est du beurre, hein, on patine dedans, parce que d'une part, on met en doute le si, hein, l'offense, puis en plus de ça, on prend la responsabilité de la réaction de l'autre. Tant il est vrai que moi, je vais me sentir offensé ou pas en fonction de mon interprétation des paroles. Oui, et vous avez raison, parce que dans le couple, c'est souvent ça, on dit quelque chose de relativement anodin, qui va blesser l'autre, mais notre intention n'était absolument pas de le blesser. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez banal qu'on a dit, et si l'autre est blessé, à la limite, j'ai presque envie de dire que le mot « excuse-moi » suffit largement. C'est pas la peine de passer par un mea culpa Oui, dans les techniques de communication ou les outils de communication, une des règles d'or, c'est d'utiliser le message « je », la première personne du singulier quand on exprime une émotion. Hein. « Je suis fâché lorsque tu fais ceci ou cela » et non pas « tu m'énerves ». Mais la contrepartie, elle se trouve justement ici. On ne va pas s'excuser pour l'émotion que ressent quelqu'un d'autre. Ça lui appartient, chacun la responsabilité de sa sphère à lui, hein, en termes émotionnels, en termes comportementaux, en termes intellectuels.
Bien sûr. En tout cas, moi, Carole, je vous donne un petit conseil qui me semble assez judicieux. Achetez le livre d'Yves-Alexandre Talman, Adieu la culpabilité, qui est sorti, qui vient tout juste de sortir chez Jouvence, parce que ça vous aidera à comprendre un peu mieux. Parce qu'il me semble que ça doit être un petit peu dans votre tempérament de vous sentir assez rapidement coupable. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais ça peut vous aider à faire la paix avec ça. Parce que la culpabilité, c'est un poison, hein. Je sais que vous l'avez souvent dit, Yves-Alexandre Talman, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont assez vite sujettes à la culpabilité. Oui, mais j'ai fait pas mal de soins ou de trucs par rapport à ça, et ça m'a fait beaucoup de bien. La culpabilité, ça vient aussi d'un grand manque de confiance en soi. Je pense que quand on n'a pas trop confiance à ce qu'on fait ou en ce qu'on dit, on se culpabilise de ce qu'on peut faire ou dire. Donc, oui, c'est tout à fait juste ce que vous dites, mais c'est peut-être aussi une mauvaise manière de se donner un rôle dans sa vie. Tout à fait. C'est peut-être un moyen de se faire connaître un peu ou de se valoriser un petit peu quand je pense aussi. Oui. Vous êtes sur la bonne piste, Carole. Continuez. Vous allez grandir, vous allez voir. Merci en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. Oui, elle a son rôle, hein, la culpabilité, mais c'est un poison et c'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser nous envahir. Yves-Alexandre Talman, on va continuer bien sûr à se demander pardon. De toute façon, on a toujours quelque chose un peu sur la conscience, alors il faudra bien encore 1 heure pour s'en libérer. Mais je vous propose, avant de laisser la place aux infos, la devinette à laquelle vous allez certainement trouver la réponse. Quelle est la différence entre une femme, son épouse, et une femme de ménage? Vous avez le temps donc de me trouver une réponse qui se veut drôle, évidemment. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Monde. Et c'est la fin de cette édition. Très bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est avec Yves-Alexandre Talman que nous parlons du pardon, des 4 phases de ce mea culpa, et c'est intéressant, Yves-Alexandre Talman, parce que ça, vous liez ça à la culpabilité, alors qu'on a toujours tendance à penser que, justement, c'est parce que on se sent coupable que on n'a pas besoin de demander pardon, puisque de toute façon, on souffre déjà de sa culpabilité. Tout ça est complexe, mais c'est normal parce que l'être humain est un être complexe et grâce à vous, on arrive peut-être à lever un petit peu le voile sur notre complexité. On va continuer avec Léna dans un instant, mais je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. Quelle est la différence entre une épouse et une femme de ménage, entre une femme et une femme de ménage, plus simplement encore? Alors là, je crois que je vais me surpasser pour la réponse, mais allez-y. Je vais le dégenrer parce que on peut aussi avoir un homme de ménage et un époux. Non, parce que ma devinette, elle marche plus là. Mais attendez, ma réponse, oui. Elle prend une dimension générale. Elle détourne une autre blague qui est alors nettement moins sympathique. Mais si je vous le dis comme ça, en fait, le mariage, c'est le moyen le plus cher d'avoir du personnel de service gratuit à la maison. Oui, c'est vrai d'ailleurs. C'est l'histoire de la femme de ménage, on la paye, sa femme on la paye pas pour faire le même job. Oui, non mais c'est pas ça la réponse, parce que ce serait aujourd'hui on pourrait plus dire ça, puisque c'est vrai que vous avez raison, les hommes passent très bien à l'aspirateur, surtout depuis que c'est des robots. Hein. Bon, ça c'est une autre devinette, mais on va y arriver. Donc la réponse, eh bien c'est simple. Avec la première, c'est-à-dire avec l'épouse, il faut rentrer quand c'est mouillé, pardon. Et puis la deuxième, une femme de ménage, il faut rentrer quand c'est sec. Voilà. C'est évidemment un petit peu plus sexuel comme réponse, évidemment. Non, mais reconnaissez que c'est assez drôle quand même. Je vais la retenir, oui. Oui, c'est assez mignon quand même. Bonjour Léna. Bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre de Talman. Bonjour. Alors Léna, c'est intéressant parce que là vous allez nous parler du fait que quand on a quitté ou quand on est quitté, c'est pas mal de pouvoir faire le point justement sur les blessures, sur peut-être les fautes, etc. Oui, tout
à fait. Alors, je trouve qu'il est très intéressant de pouvoir, au cours des années, des mois, de pouvoir revenir peut-être sur des blessures, sur des fautes, sur des actes, sur des paroles, sur des vécus qui peuvent rester en suspens et scléroser certaines personnes. Et donc, dans mon histoire, en tout cas, que j'ai pu rencontrer avec un ancien partenaire, nous avons pu avoir eu cette chance de pouvoir se pardonner nos actes, nos pensées au cours du temps. Et je dirais que c'est très utile pour plusieurs raisons. C'est que le fait de pardonner, ça dégage quelque chose en nous. Et quand on nous demande pardon, ça vient apaiser quelque chose. Ça répare pas tout du passé, mais ça vient apaiser quelque chose en nous qui nous donne une nouvelle direction dans la vie, qui dit ça c'était peut-être pas bien vécu pour l'autre personne, mais finalement c'était ok. La personne reconnaît nos efforts ou notre valeur, et ça vient redonner de l'estime de nous et de l'énergie là où on l'a perdu quand on a fait des choses ou quand on a vécu des choses qui n'étaient pas très simples, ou de la colère par exemple. Quelqu'un qui a vécu de la colère dans un couple, qui je sais pas 10 ans plus tard est toujours en colère, le fait de pouvoir revenir dessus va apaiser la colère, de dire à cette époque-là tu as peut-être vécu ça, mais si aujourd'hui on reste là-dedans, on véhicule encore cette colère et du coup on passe pas à autre chose. Et le pardon a cette utilité-là, non pas d'effacer les lardoises, mais de pouvoir redémarrer. En tout cas, de pacifier l'ardoise, parce que bien sûr que dans un couple, on se fait du mal, on se blesse, mais une fois qu'on est quitté, une fois qu'on s'est quitté, qu'on est séparé, faire la paix me paraît, c'est très très juste ce que vous dites, il me semble. Yves-Alexandre Talman. Oui, je suis en train de réfléchir à cette question parce que, de nouveau, c'est pas aussi trivial qu'il n'y paraît. Il y a un type de pardon. Alors, oui, bien sûr, aller pacifier les blessures du passé, c'est indiscutable. Par contre, sur le pardon, on a aussi un risque. Vous savez, ces personnes qui par grandeur d'âme, vont pardonner des offenses qui seraient peut-être même inexcusables. Ça peut paradoxalement enfoncer encore plus la personne qui s'est humiliée à demander pardon. Vous voyez, à un moment donné, on a en face de nous de quelqu'un de tellement grandiose qu'il est capable de passer par-dessus, et ça nous renvoie à notre propre misère. Donc, il y a un timing dans le pardon. Hein. Il y a quelque chose qui fait que ça doit être mûri, et quand c'est accordé, quand c'est demandé, c'est le bon moment. Parce que autrement, ça pourrait aussi accentuer encore certains sentiments de culpabilité, paradoxalement. Hein. Bien sûr, mais là où je trouve où Léna a raison, c'est que si l'autre nous demande pardon, ça va forcément apaiser la colère qu'on peut avoir quand il y a eu une rupture et qu'il y a eu quelques moments un peu difficiles, parce qu'une rupture c'est rarement un long fleuve tranquille. Par définition. Et pas forcément pour l'un des partis plutôt que l'autre. Hein. Parfois, on a tendance à chercher quel est le coupable dans cette affaire-là, et puis quelle est la victime. Puis on se rend compte que c'est plutôt deux personnes qui souffrent. Oui, et puis de toute façon, on a toujours une part de responsabilité dans une rupture. C'est jamais 100% la faute de l'autre. De toute façon, c'est déjà une chose qu'il faut comprendre, parce que c'est toujours même dans une dispute. D'ailleurs, quand un conflit éclate, il y a toujours une part de responsabilité de part et d'autre. Et ça, c'est déjà la première chose qu'on devrait tous comprendre. Sinon, c'est qu'on veut absolument tout donner tous les torts à l'autre, et c'est déjà une grave erreur. Et ça va être difficile de demander pardon à ce moment-là, oui, et de faire un mea culpa. Et absolument. Et puis, oui, Léna, je vous en prie, allez-y. Oui, je voulais rajouter une chose qui me paraît importante, c'est qu'on peut, par exemple, on a pu avoir une parole et une colère qui reste, et on dit pardon, mais au-delà de ça, c'est peut-être de rajouter un acte différent du passé qui permet à l'autre de dire ok, il y a vraiment un changement, parce que en fait le fait de mûrir dans une relation, c'est aussi de permettre le changement intérieur, extérieur, et dans la relation ça change parce que ça donne la possibilité à l'autre de se reconstruire, et puis ça donne à celui qui a blessé la possibilité de
de réparer ou de donner une action derrière, parce que la parole, elle me semble insuffisante. Il y a derrière une véritable maturité de la réflexion, et puis après de l'acte en lui-même qui va faire que sur une chose qu'on n'aurait pas laissé passer à un moment donné, là on va dire ok, je vais donner ce temps-là ou accorder ce service-là, et du coup on change le cours de l'histoire comme ça dans les relations. Je trouve que voilà, je pense oui, que vous avez raison. Un acte ou même un objet symbolique, un rituel, enfin tout ce qui peut marquer de manière plus concrète, si je puis dire, cela, oui. Voilà, et puis que ce soit fait avec sincérité, on le ressent. C'est-à-dire quand une personne dit oui, pardon, ça fait du mal, ça, comment derrière. Ça, c'est pardon. Oui, non, mais ces pardons-là, fait à la va-vite, je crois qu'on est rarement dupe, hein. Voilà. Donc le vrai pardon sincère, on le ressent et ça fait du bien au cœur, et du coup. Mais oui, mais parce que les mots, bon, ils ont du sens, mais quand surtout si on est face à face, mais même par téléphone, on entend derrière le mot l'émotion qui est sous-jacente, et parfois quand on entend une sorte de légèreté dans la demande de pardon, on voit bien que c'est une demande de pardon qui n'en est pas réellement une. Vous parliez bien, Yves-Alexandre Talman, de l'émotion qui va avec la demande de pardon. Bon, peut-être que le fruit tombe pas bien loin de l'arbre, comme on dit, parce que dans l'éducation, j'ai souvent entendu des parents qui allaient invectiver leur enfant justement à présenter des excuses et à demander pardon. Par exemple, un enfant a fait un geste ou bien a pris un objet, etc. Ou casser un objet. Voilà, et tout de suite demande pardon, et après ça donne ça à l'enfant, commet sa maladresse ou peu importe quel acte, et tout de suite, pardon, excuse-moi. Donc il a compris qu'il pouvait obtenir les bonnes grâces des adultes avec ce mot magique, même si la sincérité n'y est pas du tout. Oui, c'est ça, c'est une bonne manipulation. Je demande pardon, puis comme ça on passe à autre chose. Évidemment. Vous avez raison, il y en a qui sont très habiles de ça, hein. Merci Léna, en tout cas, merci beaucoup. On va se quitter un court instant et on se retrouve pour C'est maintenant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, Yves-Alexandre